Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 1897 est une année extraordinaire. C'est l'année de Cyrano, c'est l'année du cinématographe, de l'alliance franco-russe. C'est aussi, 1897, l'année d'un drame terrible qui a pour cadre une vente de charité dans les beaux quartiers. Toute la bonne société parisienne s'est donné rendez-vous à cette grande vente de bienfaisance qui se doit d'être l'événement de la saison. Je cite Jean-Paul Kléber. Ce mardi 4 mai 1897, jour de la Sainte-Monique, et dès le début de l'après-midi, la rue Jean Goujon est pleine de landaux, calèches et victorias qui, dans le désordre venant du cours la Reine ou des Champs-Élysées, déposent leurs précieuses charretées des plus importants de nos concitoyens. L'entrée de ces dames, un peu bousculées vu l'étroitesse des portes, est un festival de froufrous, de falbalas, de plumes et d'organdis. Les chapeaux, vastes comme des caravelles, ont beaucoup de peine à passer et masquent les visages. Voilà pourtant, et par centaines, duchesses, marquises, comtesses et vicomtesses, baronnes, près de 1600 personnes passent ainsi par la porte tambour. Et à l'intérieur de ce qui est en vérité une sorte de vaste hangar de bois, dressé sur ce qui est encore, bien que nous soyons rue Jean Goujon, du côté de l'avenue Montaigne et du pont de l'Alma, bien dans ce qui n'est encore qu'un hangar de bois dressé sur ce terrain vague, des comptoirs ont été installés. Chacun de ces comptoirs est dédié à une œuvre de bienfaisance et il faut imaginer sur les étals les bibelots, les jouets, les œuvres d'art, la vaisselle, les vêtements, les bijoux que vont vendre les dames patronesses. Le tout dans un décor médiéval, décor de carton-pâte, de bois, d'étoffe, de ruban, de peinture. Oh là là, vous me voyez venir. Des maisonnettes, des auberges et des échoppes aux noms pittoresques, à la truie qui file, au lion d'or, à la cloche d'argent. Tout ça est charmant, tout ça est coloré, tout ça est inflammable. En arrière-plan, une façade d'église gothique plus vraie que nature qui complète cette belle mise en scène. Les organisateurs ont veillé au divertissement des riches visiteurs puisque pour 50 centimes, on pourra assister à une séance du fameux cinématographe. C'est la grande nouveauté de l'année. Les frères Lumière viennent tout juste d'en divulguer l'invention. La foule enthousiaste se presse donc trop heureuse à l'entrée de cette cabine du cinématographe. Il faut voir d'abord cette nouvelle attraction et puis surtout il faut s'y montrer. En réalité, le scénario qui est en train de se préparer n'est pas celui d'une fête médiévale ni celui d'une scénette de cinéma. Le scénario qui se prépare est une chose absolument effrayante. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, c'est pas une nouveauté, le bazar de la charité. Vous savez, il a été fondé 12 ans plus tôt, en 1885. C'est un certain Harry Blount qui en a eu l'idée. À l'époque, les bazars, c'est-à-dire ces grands magasins qui réunissent les objets les plus divers, sont tout à fait à la mode. Les dames se pressent pour faire leurs courses aux différents étages. On est même en train d'installer des ascenseurs dans tous ces bazars. Alors, pourquoi appliquer ce principe à la bienfaisance ? Eh bien, tout en réunissant les bonnes œuvres dans un même lieu, on se dit que c'est d'abord un moyen de faire un grand événement mondain, etc. Et puis c'est un moyen de récupérer de l'argent pour de bonnes œuvres, pour faire des donations. Il y a un comité organisateur qui s'est mis en place et on peut dire que désormais, la charité a son bazar. Il se tient chaque printemps pendant 3 semaines. Les cercles catholiques d'ouvriers, les petites sœurs de l'Assomption, etc. Tous ces gens-là ont répondu présent, c'est un succès. En 12 ans, on a déjà réuni comme ça quelques 7 millions de francs. Et à l'époque, quand on dit 7 millions de francs, c'est 7 millions de francs or, c'est énormément d'argent. L'événement, pourtant, a du mal à trouver un emplacement. Il s'est tenu tour à tour au Faubourg Saint-Honoré, chez la comtesse Braniska. Il s'est tenu chez Henri Say, également chez Madame Berger, qui demandait 5 000 francs de location. Alors quand même, vous avouerez que pour une charité, c'était un peu cher. Et début avril 97, on s'est demandé où on allait installer le bazar, et c'est un banquier, un certain Michel Heine, qui a accepté de prêter gracieusement un terrain vague qu'il possède donc dans les beaux quartiers rue Jean Goujon. Dans le roman vrai de la Troisième République, Louis Sapin décrit l'endroit. Le 17 de la rue Jean Goujon
est un terrain vague dominé par les murs des immeubles voisins. Au milieu s'élève une vaste baraque en sapin de Norvège de 80 mètres de long sur 13 de large. Elle abrita pendant un mois une troupe théâtrale qui a joué 20 fois la Passion de Notre Seigneur devant les élèves des écoles religieuses. 80 mètres de long sur 13 mètres de large, c'est grosso modo la taille de la Galerie des Glaces à Versailles, pour vous donner à peu près la dimension de l'endroit. Alors, il a fallu l'adapter, cet endroit. On a tendu une grande pièce d'étoffe bituminée pour couvrir le toit. On a installé des porte-tambours pour limiter les courants d'air. Aïe, aïe, aïe. On a apposé au frontispice, en lettres rouges, Bazar de la Charité. Et voici que Monsieur Chaperon, c'est le directeur de l'Opéra de Paris, a veillé aux derniers détails d'un décor qu'il a lui-même dessiné et dont je vous ai décrit les grandes lignes. Juste avant de partir, précise encore Louis Sapin, le décorateur a soufflé à l'oreille du baron Macot, qui est l'organisateur de l'événement. « Soyez très prudent, monsieur. Toutes ces matières sont extrêmement inflammables. » Et on lui a répondu « Mais bien sûr, pensez bien que nous interdisons aux messieurs de fumer. » Seulement à cette époque, on se soucie très peu des règles de sécurité et l'incendie qui va se déclarer n'aura rien à voir avec les cigarettes, les cigares ou les pipes. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Chaleur étouffante cet après-midi du 4 mai 1897. On est en train de déambuler poliment, gentiment dans ce décor médiéval. Il est pas loin de 16 heures. Certains achètent un tableau, d'autres tournent autour du buffet, puis on salue une connaissance, etc. Enfin, baise-main à tour de bras, brouhaha des conversations. Il y a cet orchestre là-bas dans le fond qui joue une nouvelle valse, et puis on fait la queue près de la cabine du cinématographe, puisque c'est là que tout va se jouer d'une certaine façon. Une lampe, tout bêtement, une lampe se met à claquer. Oh, bon, rien de bien grave en apparence, sauf qu'un jeune assistant a l'idée de gratter une allumette dans les vapeurs d'éther pour essayer d'y voir un peu clair. Aïe, aïe, aïe. Soudain, raconte Louis Sapin, une longue flamme jaillit fulgurante. Elle pénètre dans la grande salle du bazar, grimpe jusqu'au toit, s'attaque au vélum et en moins d'une seconde parcourt les 80 mètres de la rue moyenâgeuse. Comme une véritable traînée de poudre, dira un témoin. Dans un rugissement affolant, le feu embrasait le décor, courait le long des boiseries, dévorant sur son passage ce fouillis gracieux et fragile de tentures, de rubans et de dentelles. Il est 16h10 à ce moment-là, et aussitôt, c'est la panique, un mouvement incroyable de panique. Imaginez 1000 personnes terrifiées qui cherchent à fuir en même temps et qui s'entrechoquent devant les porte-tambours. Bien entendu, certains trébuchent, se blessent. Je dis certains, certaines même. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y en a qui sont déjà... qui ont déjà été brûlés, qui sont pris de malaise, et bientôt des montagnes de corps entremêlés vont bloquer les issues de ce bazar de la charité. Alors on enjambe, alors on piétine et on joue des coudes et des cannes. Alors il y en a qui mordent, dit-on, ou qui griffent et qui frappent. On peut dire que pendant ce moment terrible, alors que quelques instants plus tôt, la société parisienne donnait l'exemple de la plus grande civilité, d'un seul coup, c'est le déchaînement des instincts les plus vils. Et les témoignages des rescapés seront de ce point de vue effrayant. Ici, une jeune fille, toute blanc vêtue, s'embrase de la tête aux pieds. Plus loin, c'est une religieuse qui prie à terre, les mains jointes, sa robe de bure rougie par les flammes. Un prêtre devenu fou frappe des femmes qui demandent à genoux la bénédiction, et partout des mères qui hurlent le nom de leurs enfants, des maris qui hurlent celui de leurs femmes. Et parmi ces maris éplorés qui cherchent en vain au milieu des flammes, de la fumée, il faut imaginer les morceaux entiers de toile bituminée qui, enflammés, tombent, s'abattent sur la foule complètement affolée. Parmi tout cela, il y a le duc d'Alençon, la barbe brûlée, un des membres de la Maison de France, qui cherche désespérément son épouse. Son épouse n'est pas n'importe qui, puisque c'est la sœur de l'impératrice d'Autriche, c'est la sœur de Sissi, la duchesse d'Alençon. Et il est à quelques pas de la sortie, le duc d'Alençon, et pourtant le voilà qui, pour retrouver son épouse, va remonter ce torrent humain à contre-courant dans une fumée de plus en plus opaque et une chaleur si suffocante que certains se trouvent mal. Alors,
Quel soulagement lorsqu'un visage ami lui dit « La duchesse d'Alençon est sauvée, monseigneur, elle est sauvée !» Il est soulagé, le duc d'Alençon, et il va repartir vers une issue. Il parviendra, lui, à sortir. Et une fois devant le hangar, sur le terrain vague, il est là qu'il la cherche, le regard vague, perdu. Mais où est-elle ? Mais où est-elle ? Et il va bientôt, pas bientôt, mais en tout cas, il va finir par se rendre à l'évidence. La duchesse d'Alençon n'est pas là. À l'intérieur, elle qui a refusé de sortir pour aider les plus jeunes à s'enfuir, elle a mis toutes ses petites troupes en ordre de bataille, elle les a fait sortir, elle les a fait passer devant elle. Elle a fini par s'appuyer contre son comptoir et là, dans une sorte de frénésie de flammes terrible, dans une vision indescriptible, elle a fini par mourir et autour d'elle, c'est l'enfer maintenant. De vieilles dames s'affalent, nous dit Louis Sapin, assises par terre, elles chantent, elles rient de grands spasmes devenus folles. D'autres sont tombées visage contre le sol, bras repliés, asphyxiés. La chaleur est telle que les robes et les chevelures flambent spontanément comme des paquets d'allumettes. Les clameurs de tout à l'heure sont devenues un hurlement continu mêlé au ronflement du brasier, au fracas des poutres s'abattant les unes après les autres. Et sur cette confusion ressort à tout instant le cri net suraigu d'une femme brûlant d'un seul coup, ou cette détonation sinistre qui devient plus fréquente de minute en minute, le craquement d'un crâne que la chaleur fait éclater. Et le long des murs, et derrière ce décor qui n'en finit pas de brûler, certains tentent néanmoins désespérément d'échapper à la fournaise, de s'extraire du brasier en passant par les petites fenêtres de l'arrière. Et là, de nouvelles bousculades viennent à aggraver les choses. Ce sont des ruées désespérées vers ces petites issues providentielles qui donnent sur un petit terrain à l'arrière, un carré d'herbe, et à l'extérieur, devant ce baraquement qui est en train de partir en fumée, une foule se retrouve prisonnière. Il y a le feu toujours plus vif qui les sépare de la rue, il y a cette fournaise, et derrière eux, un mur, un grand mur, celui de l'hôtel du palais. Un soupirail laisse quand même une lueur d'espoir. Si on pouvait arriver à passer par ce soupirail, on arriverait à s'échapper par l'hôtel. Il donne dans les cuisines de l'établissement, il y a un chef de cuisine et des commis qui sont là et qui assistent éberlués depuis leurs fourneaux à ce spectacle à peine croyable, des femmes jupons en feu, des bébés dans les bras, les flammes aux trousses, et qui crient grâce et qui demandent qu'on leur ouvre. Vision d'enfer, vision dantesque. Franck Ferrand sur Radio Classique. Toute une foule qui a réussi à sortir derrière le bazar de la Charité, qui est coincé sur un bout de pelouse entre la fournaise et les grands murs de l'hôtel du Palais. Cette foule se masse autour du petit soupirail avec les barreaux qui empêchent qu'on puisse s'enfuir. Et à l'intérieur, les commis de cuisine, les cuisiniers qui sont là, se battent, font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de démolir les barreaux de cette lucarne. Ça y est, on y arrive, et on arrive comme ça à pouvoir mettre à l'abri quelques survivants qui sont ahuris, certains brûlés pour partie. Mais soudain, un bruit assourdissant. Un bruit comme on n'en avait pas entendu encore depuis le début de cette catastrophe. C'est le toit du bazar qui d'un seul coup vient de s'écrouler. Alors là, au cri succède un silence glaçant. On peine à réaliser, en moins d'un quart d'heure, plus de 120 personnes ont péri, dont beaucoup de grands noms bien sûr, et la rumeur terrible de ce drame se répand comme une traînée de poudre à travers Paris. On raconte cette anecdote du fondateur du bazar, vous savez, Harry Blunt, qui après tout cela va rentrer chez son père qui a appris ce qu'il se passait, et qui va lui dire « Je préférerais te savoir mort là-bas que vivant ici ». Ce sera peut-être d'ailleurs le problème d'un grand nombre de ceux qui ont survécu au drame, c'est qu'ils auront du mal à accepter d'avoir précisément survécu. Et au cours des décombres sur place, c'est toujours l'affolement. Imaginez les familles qui maintenant viennent à la recherche de ceux dont ils n'ont pas de nouvelles, et les policiers, les journalistes, et les médecins, et les badauds. Les corps sont extirpés des décombres, emmenés au palais de l'industrie tout proche, l'ancêtre du Grand Palais. C'est là qu'on va aligner, qu'on va exposer les corps pour que les familles puissent venir les identifier en quelques heures. C'est une très longue file sinistre et funeste qui se forme devant l'entrée. Il va falloir aller scruter ces restes en grande partie calcinés
Dans les groupes qui se succèdent, nous dit Louis Sapin, il y a surtout des hommes, mais presque tous accompagnés par une femme de chambre. Les hommes du monde ne connaissent pas les dessous de leurs épouses. Seuls les domestiques peuvent dire quel jupon ou quel corset leur maîtresse portait ce jour-là. Un homme d'une 50aine d'années, élégant, décoré de la Légion d'honneur, la moustache fine et grisonnante, se penche ainsi sur les cadavres. « Tenez, ici, Marie, dit-il à la femme de chambre qui l'accompagne. « Non, monsieur le comte, celle-ci a les bagues et madame avait laissé les siennes sur la cheminée. Mais tenez, tenez ici peut-être. » La femme secoue la tête. Soudain, elle pousse un cri et sanglote. « Oh, ici, monsieur le comte, c'est elle, j'en suis sûr. Son pantalon, là, je le reconnais, voilà les 3 plis. » Le duc d'Alençon aussi va retrouver un peu de cette manière le corps de sa femme, mais elle est tellement méconnaissable qu'il va falloir l'aide d'un dentiste pour l'identifier. Le jour d'après, dans les rues de Paris, les crieurs sont survoltés. Demandez l'édition spéciale, article macabre, en pagaille. On liste les cadavres, les restes humains, les bijoux noircis arrachés aux cendres. Il faut dire qu'en cette fin de siècle, il y a une certaine fascination pour la mort et le tragique et le lugubre. C'est le côté fin de siècle un peu crépusculaire, si vous voulez. Et des curieux et des touristes vont se presser sur les lieux pour voir de leurs yeux ces décombres funèbres. Et très vite, on va chercher des coupables. Alors d'abord, le cinématographe, qui va être jugé trop dangereux. Vous savez que le cinéma a bien failli pâtir de l'incendie du bazar de la Charité. On aurait pu abandonner l'invention, tout simplement. Et puis, disons-le, le fait divers va prendre une tournure tout à fait inattendue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pourquoi n'y a-t-il presque que des femmes parmi les victimes? Une journaliste libertaire qui s'appelle Séverine, dans l'Écho de Paris, pose la question « Qu'ont fait les hommes ?» Et bientôt, on va voir affluer les témoignages. Certains messieurs, auraient distribué coups de poing, coups de canne, auraient assommé des femmes pour sortir du brasier. Alors il y a bien sûr des héros aussi, une certaine presse, notamment la presse de gauche, certains hommes politiques vont glorifier le courage des hommes du peuple qui, contrairement aux bourgeois qui se sont sauvés à coups de canne, auraient au contraire risqué leur vie pour aller dans les flammes, sauver des blessés. On parle de ces valets qui ont extirpé leur patronne de la fournaise. Il y a Piquet, le plombier qui n'a pas hésité à se jeter dans le brasier pour sauver une vingtaine de femmes avant de rentrer comme si de rien n'était à son atelier et de reprendre le travail. Il faut le faire, ça. Et puis, c'est le temps de l'hommage national à Notre-Dame de Paris, bien entendu, et on ne peut pas prononcer ces mots, nous, sans ressentir un grand frisson d'un incendie à l'autre, un incendie qui, certes, l'autre jour n'a pas fait de victimes humaines, mais a fait une grande victime de pierre, si je puis dire. Un sermon, celui du père Olivier, va marquer les esprits. Il parle d'une leçon terrible à l'orgueil de ce siècle, on croirait Bossuet d'un seul coup. Un avertissement contre la laïcité qui gagne du terrain, des salles de rédaction au Palais Bourbon en passant par les milieux catholiques. On ne parle plus que de cela. Et avec cet incendie, on peut dire finalement que ce sont toutes les fêlures de cette société française en apparence si brillante de la fin du XIXe siècle qui se sont révélées au grand jour. Et comme le résume Jean-Paul Kléber, je le cite, « Dans les ruines du bazar de la Charité rue Jean Goujon, une société tout entière s'est écroulée. Rien désormais ne sera plus pareil entre les gens du monde et les gens du peuple, entre les maîtres et les domestiques, entre les patrons et les ouvriers, entre les monarchistes et les socialistes, entre l'Église et l'État. Le feu a fait le vide. La fin de siècle, ce millénarisme prévu et redouté, trouve son épilogue dans un effroyable bûcher. Ce jour-là, le XXe siècle a commencé.